À la une ce soir, l'insécurité et ces nouveaux faits de violence avec armes perpétrés ce week-end au Lamentin. Un syndicat de police demande ce soir plus de moyens. Les Martiniquais sont-ils inquiets? Vous entendrez les réactions dans un instant. La fin de la marche à blanc du TCSP, les bus qui circulaient sans voyageurs depuis le 23 mars sont rentrés au dépôt ce soir. La sortie du rapport d'activité de la phase de test attendue aujourd'hui a été reportée. Notre série de reportages à l'approche de la rentrée, nous avons suivi une vacancière en recherche de conseils nutrition et santé pour aborder la rentrée en pleine forme. Et puis le guide de l'alternance sorti en juin dernier, un outil pour les demandeurs d'emploi désireux de se former au sein d'une entreprise. Nous en parlerons avec notre invité Olivier Marcelin, directeur d'Opcalia Martinique, qui recueille les fonds de l'apprentissage. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La série noire continue. Au moins 2 nouveaux faits de braquage ce week-end au Lamentin. Des malfaiteurs armés ont volé une voiture appartenant à une infirmière. Dans la même journée, une autre femme s'est fait agresser pour son sac à main. Depuis le début du mois d'août, 12 faits de violence avec armes ont été perpétrés. Un syndicat de police réclame plus de moyens. Du côté de la population, les réactions divergent entre vigilance et inquiétude. Le reportage de Loïc Régis. Une infirmière violemment blessée hier soir au Lamentin, une mère de famille et sa fille attaquées, de nouvelles agressions qui s'ajoutent à une liste déjà importante. Depuis le mois de juillet, plusieurs braquages ont été commis dans la zone urbaine, de quoi inquiéter la population. Mais bien sûr, la sécurité de mise. Bon, par exemple, ne pas trop traîner dans les rues, trop tard le soir, faire très attention là où on s'arrête. Ah oui, même les autostoppeurs, on a peur de les prendre en stop puisqu'on ne sait pas non plus si on peut se faire agresser ou pas. N'importe qui peut aller, braquer, faire ce qu'ils veulent en fait, alors qu'il y a normalement la police pour ça, ou la caméra de surveillance qui a soi-disant certains endroits et que personne ne réagit en fait. Il y a de quoi s'inquiéter et puis on se pose beaucoup de questions. Parce que là, en ce moment-là, on ne sait pas quoi faire avec ces jeunes-là, avec cette nouvelle violence qui arrive. Les services de police sont sur plusieurs fronts et les enquêtes avancent, nous dit-on. 99% des enquêtes en Martinique aboutissent. Et là où nous avons affaire avec des Saint-Luciens, je pense qu'eux, ils savent que nous savons. Et même la police de Saint-Lucie est au courant. Donc tout le monde est au courant. C'est un petit jeu qui va se terminer assez rapidement, je pense. Puisque l'identification est en cours pour certains et c'est effectué pour d'autres. Donc je pense qu'à mon avis, ça va aller très vite. Et concernant les autres braquages de ces derniers temps, il ne faut pas mettre tout sous les dos des Saint-Luciens. Hein. Il faut qu'on arrête aussi. Hein. Il y a des Martiniquais qui ont fait des braquages. Les derniers sous le Lamentin, je mets en doute que ce soit des Saint-Luciens. Hein. Les investigations restent compliquées. Autre obstacle de taille selon ce policier, les réseaux sociaux. Une enquête, c'est de longue haleine et il nous faut des preuves. Et les preuves, c'est vous, la population, qui devez l'emmener au lieu de le mettre sous le net. Ne faites pas ça, arrêtez ça s'il vous plaît. Vous mettez en danger d'autres personnes ainsi que les policiers et les gendarmes. Une série d'attaques à main armée qui préoccupe les services de l'État. Le préfet a ordonné le renforcement des contrôles. La série de braquages qui ont eu lieu il y a environ 15 jours, puisqu'on en a eu 9 vols à main armée. Vous avez vu que j'ai mobilisé immédiatement les forces de police et de gendarmerie et des douanes pour montrer qu'on occupe le terrain. Il y a un travail plus discret d'enquête aussi sous l'autorité du procureur de la République qui est conduit. Et vraiment, il y a une vraie mobilisation pour trouver les auteurs de ces vols à main armée. Les enquêtes sont en cours pour neutraliser les malfaiteurs et les placer sous les verrous. La justice affirme tout mettre en œuvre pour calmer un sentiment d'insécurité bien présent avec ces braquages en série. Et le préfet qui était sur le chantier du futur commissariat de Fort-de-France pour faire le point sur l'avancée des travaux. Le bâtiment devrait sortir de terre d'ici 2019. Selon le représentant de l'État, le calendrier sera respecté malgré quelques retards. Écoutez. C'est un chantier important, ça se voit, c'est 32 millions d'euros, donc un chantier tout à fait important et qui représente un investissement et un effort de l'État qui n'est pas négligeable au moment où il faut soutenir la croissance. C'est aussi l'image de la police, l'image qu'on veut donner à la population du métier de policier et de l'autorité de l'État qui est en jeu. Un chantier de cette importance-là, il n'est jamais facile. Vous rencontrez toujours un peu soit des retards au démarrage, soit un peu des adaptations de programme. Donc c'est tout à fait naturel. Là, il faut compter que ce sera pour vraisemblablement la première partie de l'année 2019 qu'on pourra avoir la livraison définitive de l'hôtel de police.
Dans le reste de l'actualité de ce lundi, la fin de la marche à blanc du TCSP, cette phase de test pendant laquelle les bus circulaient sans voyageurs. La prochaine étape maintenant, c'est le lancement officiel du service de transport public annoncé pour le 1er septembre. Une date théorique, loin d'être réaliste. Les précisions d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Voilà 5 mois et 5 jours qu'il roulait à vide pour la phase de test. Ultime tour de piste des 14 bus du TCSP aujourd'hui. Mais le réseau sera-t-il enfin prêt à accueillir les passagers dès le 1er septembre? C'est la question que se posent de nombreux usagers au vu des retards de livraison qui s'accumulent jusqu'ici. Ils mettent un truc dans la rue, ils prennent l'argent, ils ne font rien. À quoi ça sert? Du gaspillage d'argent, comme on dit. L'argent de l'État, c'est l'État qui paye. Depuis le jour où ils ont dit que ça devait faire, il n'y a rien. Moi je dis que ça ne sert à rien, ils font des tests sans personne, ils ne vont pas savoir. C'est de l'essence usée, c'est de l'argent usé. Marie-Jeanne, fais les choses différemment. Mais c'est pas toi qui l'as créé, hein? Mais fais les choses différemment. Vois les choses différemment pour le peuple, si tu aimes ton peuple. À chaque fois, on dit, il donne une date qu'il sera en service et à chaque fois, il y a toujours des conséquences, des problèmes. Mais parfois, je dis je crois, mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ça que je veux savoir. On est là pour 2018, Constitution. Selon le calendrier de la CTM, le lancement commercial du TCSP est prévu ce vendredi. C'est en tout cas ce qu'avait annoncé Daniel Marie-Sainte, le porte-parole de la collectivité, le 27 juillet dernier lors de la dernière séance plénière, à condition que le test de marche à blanc soit concluant. L'est-il? Impossible pour l'heure de le savoir. Selon nos informations, la CFTU, en charge de la partie technique du projet, aurait remis aujourd'hui ce fameux rapport à la CACEM. C'est justement ce vendredi que la communauté d'agglomération doit transmettre ses conclusions déterminantes à l'autorité organisatrice du transport unique, présidée par Alfred Marie-Jeanne. Le 1er septembre, date à laquelle également la CFTU et les 4 maires de la CACEM prévoient de se réunir pour décider de la suite du projet. Difficile donc pour l'heure d'imaginer une mise en service à la rentrée. Ce soir, les 14 bus à haut niveau de service sommeillent de nouveau au parc. Et on en saura peut-être un peu plus jeudi. Un point presse est prévu au siège de la CACEM. Nous vous en parlions hier, le décès de l'archevêque émérite Monseigneur Marie-Sainte à l'âge de 89 ans. La date de la veillée funéraire a été communiquée aujourd'hui, ce sera mercredi. Le corps sera exposé à partir de 16 h à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Un temps de prière présidé par Monseigneur Macaire est programmé à 20 h. Le lendemain, jeudi, les funérailles à partir de 9 h, toujours à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. On va parler formation maintenant avec notre invité ce soir, Olivier Marcelin. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux auditeurs d'ATV. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur d'Opcalia, l'organisme qui récolte les fonds pour la formation. Et vous venez avec un document, un livre qui s'appelle le Guide de l'alternance, qui a été publié il y a quelques mois maintenant. Quel est le rôle de ce guide? Alors, Opcalia, nous accompagnons les entreprises, tant sur la gestion de leur plan de formation que sur le recrutement, et singulièrement sur le recrutement de l'alternance. Ce guide, en fait, sa vocation, c'est vraiment de donner toute l'information nécessaire. C'est un vrai guide du routard. C'est un compagnon pour chacun qui souhaite s'orienter dans l'alternance. Je parle des jeunes, des chefs d'entreprise, mais aussi des parents des jeunes, qui sont véritablement en première ligne pour accompagner l'alternance et le parcours de leurs jeunes. Donc c'est un guide qui est un guide utile, pratique, sur tous les aspects de l'alternance. Alors, est-ce qu'il y avait justement un déficit d'information? Alors, il y a de l'information disparate. Ce guide, l'intérêt, c'est qu'il regroupe tout ce qu'il faut savoir sur un plan pratique en termes d'organisation de l'alternance. Il y a aussi des focus sur les différentes régions et puis des aspects très pratiques sur des questions qu'on peut se poser, sur des liens utiles et où trouver l'information. C'est vraiment un voyage au pays de l'alternance. Alors chaque année en Martinique, il y a environ 2000 contrats qui sont signés. Ce n'est pas suffisant, vous pouvez penser qu'on peut aller encore plus loin? Très clairement, on peut aller vraiment plus loin en sachant que l'alternance, c'est une voie vers l'emploi, une voie de réussite vers l'emploi. Sachez que 70% des alternants sont intégrés en entreprise. On sait qu'aujourd'hui, il y a 50% de jeunes qui sont en recherche d'emploi. Il y a un déficit aussi de qualification et l'alternance est une réponse
essentielle et de plus en plus importante. Alors l'alternance est destinée notamment aux jeunes demandeurs d'emploi, mais aussi aux personnes demandeurs d'emploi inscrites depuis plusieurs années qui peuvent aussi bénéficier d'un contrat de professionnalisation. En Martinique, quels sont les secteurs qui sont le plus demandeurs et qui offrent plus de postes? Alors nous intervenons en particulier dans les secteurs des services, grande distribution, banque, etc., l'hôtellerie également. Ce sont des secteurs qui sont en demande. Chose importante, l'alternance concerne l'ensemble des secteurs, mais aussi l'ensemble des diplômes. L'alternance, ce n'est pas uniquement un regard classique, hein, l'alternance c'est plus des CAP. Non, l'alternance, on va du CAP, c'est vrai, mais jusqu'aux études supérieures, aux études d'ingénieur, au master, etc. Et ces formations sont disponibles localement. Alors ce guide, qui est un guide national avec une petite partie sur la Martinique, quelle était la contribution de Opcalia Martinique? Alors Opcalia, c'est un réseau national qui est sur l'ensemble des régions métropolitaines et des DOM. Et sur la Martinique, comme les autres régions, il y a un focus spécifique, notamment sur la garantie jeune, c'est 900 jeunes qui sont accompagnés chaque année. Aussi sur le parcours Y'en a l'autre, qui est un parcours innovant, qui est né en Martinique et qui permet justement d'insérer, de développer l'alternance au niveau des contrats de professionnalisation en particulier. Alors pour terminer, ce petit guide, où est-ce qu'on peut le trouver? Quel est son prix? Alors son prix est de 9 €, c'est vraiment un guide du routard, un guide dans toutes ses composantes. On peut le trouver dans les réseaux de librairies, dans la grande distribution également, et bien entendu sur Internet. Je voulais insister sur une chose, l'alternance, ce n'est pas une voie de garage, c'est un chemin vers l'emploi, c'est un chemin d'excellence. Et donc j'invite les jeunes, les entreprises à vraiment s'en emparer, et ce guide regroupe vraiment tout ce qu'il faut savoir pour bien voyager dans le monde de l'alternance. Merci beaucoup Olivier Marcelin. Je rappelle que vous êtes le directeur d'Opcalia Martinique et que nous avez présenté ce soir le guide de l'alternance. Merci à vous. Je vous remercie de votre invitation. Restez avec nous à suivre dans votre journal l'actualité des régions en Guyane. Le nouveau préfet Patrice Faure a pris ses fonctions ce matin. En Guadeloupe, le dossier des contrats aidés vu depuis Pôle emploi. Et puis le JT des communes, le best-of ce soir, retour à la ferme solidaire de Carrère qui lance un appel aux dons pour l'achat d'une pompe. Patrice Faure succède à Martin Gégère à la tête de la préfecture de Guyane. Le haut fonctionnaire a pris ses fonctions aujourd'hui. Après une cérémonie officielle, il aura la lourde tâche de suivre les accords de Guyane issus du mouvement social dernier en avril et en mars. Les précisions de Jonathan Lariot. La préfecture de Guyane possède désormais un nouveau visage. Patrick Faure, ancien directeur de la police générale à la préfecture de police, est le nouveau préfet de Guyane. Un peu plus de 2 mois après la signature des accords de Guyane, celui-ci devrait être le dossier prioritaire pour le nouveau représentant de l'État sur le territoire. Un accord qui ne serait pas suivi serait un accord inutile et je n'imagine pas que ni les Guyanaises et les Guyanais ni le gouvernement attendent ça d'un préfet. Ma lecture me dit qu'il y a des retards et que le plan d'urgence signé et validé en Conseil des ministres va apporter des solutions et donc c'est à moi, État, représentant du gouvernement, de mener les actions nécessaires justement pour effacer ces retards lorsqu'il y en a. Je suis sûrement différent de mon prédécesseur, en tout cas je vais chausser les mêmes chaussures que lui pour essayer d'impulser avec ma personnalité une nouvelle dynamique. Le 28 mars dernier, plus de 20 000 personnes marchent dans les rues de Cayenne, unies face à un gouvernement qui n'apporte que des réponses partielles aux attentes des Guyanais. S'ensuit la signature des accords de Guyane, mais la confrontation entre le peuple guyanais a créé un énorme fossé. Avec plus de 65% d'abstention aux élections présidentielles, les Guyanais semblent ne plus porter d'intérêt au gouvernement. Je pense que la réconciliation, elle se fera d'elle-même, dans la mesure où d'abord, je vais demander à l'ensemble des services de l'État d'aller encore plus sur le terrain qu'ils ne le faisaient par le passé, parce que je pense qu'il y a nécessité de dialoguer pour que nous soyons compris et que nous comprenions parfaitement l'attente des populations. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'imagine également que le plan d'urgence qui est en train la mise en œuvre est en train d'être vue avec l'ensemble des acteurs tout au long de l'été, eh bien, permettra aussi aux uns et aux autres d'apporter non seulement des améliorations, mais aussi des points de compréhension qui, alors que nous étions au plus fort des manifestations, n'ont pas été peut-être abordés en l'état. D'autres dossiers urgents sont dans la ligne de mire du nouveau préfet, tels que l'orpaillage illégal et l'insécurité, un nouveau préfet pour un nouveau gouvernement, mais dont les déclarations ne dévoilent que très peu des directives de l'Élysée concernant la Guyane.
En Guadeloupe, les contrats aidés au cœur des préoccupations comme chez nous après le gel annoncé par le gouvernement. Le dispositif est très utilisé par les collectivités. Il est destiné aux personnes inscrites au Pôle emploi depuis plusieurs années. Les détails avec Karine Diama. Au premier semestre 2017, 1094 CAE et 630 CIE ont été octroyés par le Pôle emploi. Alors un contrat aidé, c'est un contrat qui permet d'avoir une aide pour l'entreprise. Alors deux types de contrats aidés, les CAE qui sont pour les collectivités et les associations, et les CIE, contrats initiative emploi, qui sont pour les entreprises privées. Le contrat aidé existe depuis longtemps. Après, il varie en fonction des publics prioritaires, puisque chaque année, il y a une note préfectorale tous les 6 mois, une note préfectorale qui définit les publics prioritaires, puisque ça rentre dans le service public de l'emploi et dans la mise en œuvre par le préfet de ce point-là. Si le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité s'établit à 56 420, les contrats aidés permettent, avec leurs nombreux critères, de réguler le nombre de jeunes de moins de 26 ans au chômage. Il y a plusieurs types de critères, notamment la durée de chômage. Par exemple, l'âge aussi, ça peut être aussi en fonction des actions spécifiques. Donc ça tourne surtout autour de la situation. Après, notamment aussi des zones prioritaires qui peuvent être les zones prioritaires de la ville, etc. Donc plusieurs types de possibilités. Il faut bien voir que le contrat aidé, c'est un contrat d'insertion, c'est-à-dire permettre aux demandeurs d'emploi de se réinsérer. Voilà. Après, pour autant, aujourd'hui, on le voit, et dans le cadre du pacte pour l'emploi des jeunes, quand une entreprise a un besoin, l'entreprise recrute. Donc il faut avoir ça aussi en tête. Pourtant, depuis plusieurs semaines, le gouvernement cible les emplois aidés qui, selon lui, ne seraient pas suffisamment efficaces pour lutter contre le chômage. Si le Pôle emploi ne remet pas en question cette mesure, l'institution évoque une multitude d'autres solutions pour pallier le chômage. Aujourd'hui, nous, à Pôle emploi, on utilise un ensemble de systèmes ou d'aide ou de formation. Enfin, vous avez entendu parler du plan 500 000 pour les formations. On a aussi des aides au permis. Enfin, on a une multitude d'aides à Pôle emploi. Le travail des agents de Pôle emploi, c'est d'utiliser au mieux tous ces systèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a un nouveau gouvernement, il y a des nouvelles mesures. Nous, aujourd'hui, on met en œuvre ces mesures. D'accord ? On n'a ni à statuer sur ces mesures, ni à les commenter. L'objectif, c'est utiliser au mieux toutes ces mesures pour répondre aux besoins et pour trouver des solutions pour les demandeurs d'emploi. Donc le contrat aidé en est une, mais il y a la FPR, par exemple, qui est l'allocation de formation préalable à l'emploi, qui permet aussi à un demandeur d'emploi de travailler, de commencer à travailler tout en étant indemnisé en formation. Une séance de travail s'est tenue à huis clos cet après-midi entre le directeur du Pôle emploi et les députés guadeloupéens. Objectif, anticiper les conséquences de cette nouvelle mesure. Voilà pour ce reportage, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Et on commence avec cette information pratique, le planning pour le don de sang. Demain, vous avez rendez-vous entre 9h et 14h au centre commercial Carrefour Cluny avec toute l'équipe de l'établissement français du sang. La ferme solidaire de Carrère a besoin de vous. 3 000 € doivent être récoltés pour l'achat d'une pompe à eau. Elle servira à alimenter les cultures. La ferme solidaire, projet de l'association Active Emploi. Elle emploie donc des ouvriers agricoles en voie d'insertion professionnelle. Ils cultivent des légumes sans pesticides et proposent le fruit de leur récolte tous les vendredis dans un panier solidaire. Hubert Bornil, Johan Boulard s'étaient rendus sur l'exploitation. Regardez. Faut que nous manger pays. Hein? Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe ici à la ferme solidaire de Carrère. Tous les vendredis, vous pourrez partir avec votre panier composé par les bons soins du personnel. C'est ça, manger pays. Sur le site de Carrère, juste à côté du centre équestre, la ferme solidaire du Lamentin. Une exploitation d'une dizaine d'hectares, dont un planté en produits maraîchers. Ici, le personnel se compose en grande partie d'ouvriers agricoles, des femmes et des hommes en parcours d'insertion. Les salariés que nous embauchons n'ont pas, dès le départ, la formation, le profil justement d'agriculteur. Donc, il nous revient justement de les mobiliser et de les former et de leur donner l'envie justement et cette passion de l'activité agricole. Pour certains, le travail de la terre n'est pas toujours facile, mais avec le temps, on s'y fait. C'est vrai qu'il fait chaud. C'est vrai que c'est un petit peu dur, mais c'est très intéressant de travailler la terre, de faire pousser les produits. Et puis c'est un endroit écologique. On n'a ni pesticides, ni engrais. C'est magnifique de manger les produits d'ici.
Le public est régulièrement accueilli sur l'exploitation, l'occasion de découvrir des produits sains obtenus sans pesticides. Des poivrons, courgettes, concombres. Les fameux paniers du vendredi rencontrent un vrai succès, ce qui encourage l'équipe à poursuivre sur sa lancée. Et puis il y a les ateliers. Au cours de ces ateliers, les enfants, par exemple, pourront se mettre dans la peau de petits professionnels, donc de jardiniers. Ils vont apprendre à jardiner, ils vont apprendre à faire des semis, ils vont se mettre dans la peau d'un petit gaufrier serrier également. Tout ça de façon très ludique et pédagogique, accompagnés de leurs parents. En outre, histoire d'entretenir le moral et la forme des troupes, chaque semaine, une activité bien-être est proposée aux ouvriers. Ici, séance de yoga. Mais toutes affaires, et puis surtout pas oublier la ferme solidaire de Carrère. Oui, Biofosla, et si vous voulez donc aider cette association, je vous rappelle que vous pouvez participer à cette campagne de dons. Le site internet s'affiche en bas de votre écran. L'association qui demande donc des sous pour récolter, pour acheter une pompe à eau nécessaire à l'irrigation des champs. Et c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés. 2 nouvelles agressions à main armée ce week-end au Lamentin. Un vol de sac à main avec des coups de crosse, un vol de voiture avec des armes, des faits qui s'ajoutent à une longue série de vols depuis le début du mois d'août. Retour au parking pour les bus du TCSP. La marche à blanc s'est arrêtée ce lundi en ligne de mire. Le lancement commercial prévu pour le 1er septembre, une date très incertaine, vous l'avez vu. Et puis nous devions vous proposer ce reportage sur notre série pour la rentrée avec les conseils d'une nutritionniste et d'une pharmacienne. Vous allez pouvoir le retrouver demain dans notre journal. Et enfin, nous avons reçu Olivier Marcelin pour parler de la formation avec la sortie d'un guide de l'alternance pour aider les étudiants et les entreprises. Olivier Marcelin, le directeur d'Opcalia, qui était donc l'invité de ce journal. À suivre, Destin d'outre-mer, la rediffusion. Alain, j'ai été alcoolique pendant 20 ans. La météo de Christine Lauréat. À 20h, votre magazine Capital. Excellente soirée à vous et à demain.